Ça se passe en Allemagne, 31e course internationale de vitesse, la faute à plus de 150 km/h. Le pilote est décédé quelques minutes après l'accident. Bonsoir, il n'a pas raté son départ comme deux autres concurrents. Il a mené la course de bout en bout à Monaco. Victoire de Schumacher dans le Grand Prix de Formule 1, Philippe Brouet. Monaco n'a pas oublié Ayrton Senna et Roland Ratzenberger. Les deux places de la première ligne avaient été laissées libres cet après-midi et 20 minutes avant le départ, tous les pilotes s'étaient rassemblés pour rendre à l'Autrichien et au Brésilien un hommage émouvant. Départ de la course, un départ que Michael Schumacher va réussir en profitant à fond de sa pole position. En revanche, ça se passe beaucoup moins bien juste derrière, accrochage entre Häkkinen et Damon Hill. Les deux voitures sont endommagées. Häkkinen et Hill, annoncés comme les grands rivaux de Schumacher, sont contraints à l'abandon. Schumacher, avec une voiture au sommet de sa forme, s'envole. Dès le 12e tour, l'Allemand possède déjà 15 secondes d'avance sur Berger et près de 30 sur Jean Alesi. Le pilote allemand ne connaîtra ensuite aucun problème, y compris dans les ravitaillements. Meilleur temps des essais, auteur du meilleur départ. Schumacher réalise un sans faute en remportant ici son premier succès à Monaco et sa 4e victoire de la saison devant Martin Brundle sur McLaren Peugeot et la Ferrari de Gerhard Berger. Alesi est 5e. Après 4 courses, le championnat du monde est déjà largement décanté. À 15 jours du Grand Prix d'Espagne, Schumacher compte 30 points d'avance sur Berger. Internationaux d'Italie de tennis, victoire de Pete Sampras en finale. L'Américain a battu Boris Becker 6-1, 6-1, 6-2. Quart de finale des championnats de France de rugby. Grenoble s'est logiquement qualifié en éliminant à l'usure Agen. C'est terminé par un 15-11. Et puis Montferrand a battu Toulon 15-8. C'est une surprise. Toulouse 26-12 contre Narbonne et Dax 18-9 aux dépens de Bourgoin. Pas de guéguerre entre la France et l'Angleterre pour une question de liaison aérienne. Demain, il n'y aura pas d'atterrissage britannique à Orly. Ça viendra un peu plus tard. Explication Patrice Desmazeries. Les compagnies aériennes britanniques chantent victoire, le gouvernement français affiche sa satisfaction. Après une semaine de bras de fer, les autorités françaises et britanniques sont parvenues à un accord. Il retarde seulement de quelques semaines l'arrivée des avions britanniques à Orly. L'ouverture devra être faite au plus tard, le 30 juin. Conséquence immédiate, les 10 vols des compagnies britanniques prévus lundi entre Londres et Orly seront déroutés sur Roissy. La guerre du ciel n'aura pas lieu. Les Britanniques ont tout de même gagné, conformément à la décision de Bruxelles. Orly s'ouvrira. La desserte de cet aéroport est un enjeu crucial pour les compagnies étrangères. Elles espèrent ainsi capter une partie importante des passagers qui arrivent de province à l'aérogare d'Orly-Ouest. De son côté, Londres n'a pas fait de réelles concessions, une promesse seulement, étudier les difficultés que rencontrent les compagnies françaises pour obtenir de bons créneaux horaires sur les aéroports londoniens. Le gouvernement français va rapidement être confronté aussi à une autre difficulté. La Commission européenne avait exigé le 27 avril dernier l'ouverture dans un délai de 6 mois de 2 lignes intérieures, Paris-Marseille et Paris-Toulouse. De violents combats au Rwanda dans différents quartiers de la capitale, Kigali. Le convoi de Bernard Kouchner a d'ailleurs été la cible de tirs, pas de blessés. Dans la Manche, 8 conteneurs, dont 3 au moins contiennent des produits chimiques, dérivent depuis 24 heures à la suite de la collision entre 2 cargos. Et puis sympathique, le Quintet Plus de Longchamp, un peu plus de 6,7 millions pour 15, 12, 13, 4 et As, évidemment, dans l'ordre. À présent, la météo de demain, Sophie Levers. Cette dépression qui s'étend de l'Espagne à la mer Baltique affectera demain l'ouest de la France. Quant à l'anticyclone qui figure sur la carte, il ne nous sera d'aucune utilité. Le matin, le temps sera couvert et pluvieux de la Bretagne à l'Aquitaine. À l'avant de la Normandie aux Pyrénées, on aura un cocktail d'éclaircies, de passages nuageux et d'averses. Sur le reste du pays, plus on ira vers l'est, plus le ciel sera dégagé. L'après-midi, le temps restera perturbé sur la moitié ouest, tandis qu'on profitera d'un ciel plus clément sur l'autre moitié. Côté température, il ne fera que 13 degrés à Brest, il fera nettement plus chaud à Grenoble avec 30 degrés. À Paris, le mercure atteindra 22 degrés. Voilà donc pour l'essentiel dans un instant du ballon rond espagnol avec le dénouement extraordinaire d'un championnat conquis à l'arraché par Barcelone, du ballon rond portugais avec un éblouissant derby de Lisbonne, Sporting Benfica, et puis un ballon de basket, mais pas n'importe lequel, demi-finale de la conférence Est, championnat NBA, et le monsieur loyal de tout cela, c'est Pierre Sled pour l'équipe du dimanche. Une fable romantique oscillant entre le passé et le présent est signée par les frères Taviani. 2 siècles
siècle de malédiction, des armées de Bonaparte à la Toscane d'aujourd'hui. Fiorillet, dimanche 22 à 20h35. Après l'Italie et l'Angleterre, c'est l'Espagne qui nous quitte ce soir. La semaine prochaine, il y aura surtout le foot portugais, puisque là-bas, ce n'est pas fini. Alors, on a pensé jusqu'à la fin de l'équipe du dimanche cette saison de vous présenter en plus des anciennes rencontres qui ont frappé la mémoire collective. La semaine prochaine, vous verrez sous des formules de 20 à 25 minutes, 2 grands matchs. Tout d'abord, France-Brésil, 86, Coupe du Monde bien sûr. Et puis Italie-RFA de la Coupe du Monde 70. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Maintenant, on va s'intéresser à celui de ce soir, 172e émission de l'équipe du dimanche. Le dénouement du championnat d'Espagne avec pour la dernière journée 2 matchs, Barcelone-Séville et Deportivo-La Corogne-Valence. Dans 40 minutes, vous connaîtrez le champion d'Espagne 94. Au Portugal, à 5 journées de la fin, le Sporting de Lisbonne reçoit le Benfica de Lisbonne avec la ferme intention de s'emparer de la première place. Et puis les demi-finales de la NBA avec dans la conférence Est ce soir, Indiana-Atlanta. Voilà, on va donc suivre ce dénouement du championnat espagnol. Si vous avez la chance de ne pas connaître le résultat, si vous avez la chance de ne pas écouter par exemple le flash de Patrice Arditi, qui a un petit peu bouffé la commission, eh bien vous allez voir tout ce qui s'est passé avec 2 grands matchs. Donc Barcelone-Séville d'une part et La Corogne-Valence d'autre part. Les 2 matchs ont eu lieu hier soir, au même moment bien sûr. On va remonter le temps chronologiquement de façon à garder le suspense le plus total. Et on va commencer par Barcelone-Séville. Donc vous savez qu'au classement général, le Deportivo a 1 point d'avance sur Barcelone et qu'en cas d'égalité, c'est-à-dire si le Barcelone arrivait à reprendre 1 point au Deportivo, eh bien Barcelone serait champion au bénéfice d'un meilleur goal average particulier. On commence donc avec Barcelone-Séville, donc on va voir la première mi-temps, ensuite on verra la première mi-temps de Deportivo et puis ensuite on verra les 2 deuxièmes mi-temps un petit peu mêlés pour entretenir le suspense jusqu'au bout. Barcelone-Séville avec une équipe de Séville qui doit aussi réussir un bon résultat au Barça parce que Séville essaye de conserver une 5e place qui est européenne. Philippe Doucet était pour nous hier soir en Espagne. Un petit miracle, c'est ainsi qu'a été qualifié par quasiment tous les joueurs de Barcelone l'éventualité d'un 4e titre consécutif et surtout d'un 3e consécutif obtenu lors de la dernière journée. Un petit miracle parce que bien sûr la Corogne est devant, on connaît tous la situation. Il faut donc que la Corogne perde quelque chose et il a fallu qu'on le rappelle du côté du Barça, notamment au niveau de Johan Cruyff et de Ronald Koeman. Il faut aussi que le Barça batte évidemment cette équipe de Séville. Or, à la différence de Valence, l'équipe de Séville joue aujourd'hui une place en Coupe de l'UEFA. Donc elle est aussi déterminée, si vous voulez, que le Tenerife de l'an passé, celui qui avait battu le Real pour offrir ce titre de champion au Barça. Et d'ailleurs, ce sont les joueurs de Séville qui ont le ballon depuis le début de la partie. Un contre de Eusebio avec le numéro 4, car Ronald Koeman est sur le banc de touche. Et c'est très certainement même aujourd'hui la dernière apparition de Michael Laudrup sous le maillot Blaugrana, avec bien sûr Romario, qui n'était pas forcément attendu sur le terrain aujourd'hui, et Stoichkov. Ils forment donc un trio d'attaque étranger, alors que le ballon est récupéré enfin par le Barça, par Eusebio, et ce sera une touche, mais c'est Séville qui a attaqué le plus fort. Eusebio qui fait tourner Nadal, Sergi qui a manqué sa déviation, et on est très compact du côté de Séville, on récupère bien les ballons. Sergi qui tentait quelque chose de bien difficile aux dépens de Cortijo. Marcos et Diego qui jouent ensemble, qui jouent aussi avec Insoué à l'occasion. Revoilà Diego.
Ça se finit par un long dégagement et un ballon perdu. Mais néanmoins, on a accompagné ce ballon, on est allé au pressing et on l'a récupéré du côté de Séville. Regardez Schuker maintenant. Face à Nadal, le centre de Schuker au deuxième poteau. Il y a du monde. Attention à la tête de Simeone, c'est le but. C'est le but de Simeone. L'Argentin avec qui Romario avait eu ce problème aigu au match aller puisqu'il avait abouti à un coup de poing de Romario et un carton rouge pour lui. Eh bien Simeone apporte une vengeance un peu meilleure que ce qu'il avait fait avant à Romario en allant marquer ce but surprise en début de partie ici à Barcelone. Sur ce ballon, la défense du Barça est à 2 contre 2. C'est repoussé par Ferrer de façon insuffisante. On connaît les lacunes du Barça au niveau du jeu de tête. Et si Ferrer devance Marcos, et bien ensuite Simeone lobe tranquillement Zubizarreta. Baquero lance Sergi avec le terrain mouillé. Ça va beaucoup trop vite. Johan Cruyff qui souhaiterait très certainement un peu plus de contrôle du ballon de la part de ses troupes. Le long dégagement d'Unsue. Il y a la tête de Nadal. Ouais, Guardiola a usé de la main, bien sûr du bras, pour contrôler ce ballon. Il est donc sanctionné d'un coup franc lointain. Mais Schuker a une redoutable frappe de balle du gauche. Le coup franc de Schuker comme promis et il est tout près du but d'Andoni Zubizarreta qui a plongé tout de même pour assurer. Redoutable frappe de Schuker qui est marqué sur un coup franc, ou plutôt à la suite d'un coup franc de Boban. Vous vous en souvenez peut-être avec Dinamo Zagreb. C'était à Auxerre il y a de cela 5 ans maintenant. Baquero, Guardiola, ou plutôt Eusebio maintenant, avec Stoichkov qu'on sollicite sans arrêt. Et c'est Soler cette fois-ci qui a contrôlé Stoichkov, entouré à chaque fois de 2 joueurs. Séville qui repère tout de suite le ballon. Séville qui recule depuis quelques temps. On doit ressortir le ballon du côté du Barça, mais glissade d'Eusebio et tentative, c'est trop. C'est trop tout de même. C'était Marcos qui a tenté de très très loin de surprendre Zubizarreta. Michael Laudrup qui est passé, qui rentre lui aussi doucement dans le match. Il a passé Cortiro, Rafa Paz est contré aussi. Et deuxième potentiel, Stoichkov pour l'égalisation. Égalisation de Christo Stoichkov. Première action de qualité de Michael Laudrup pour sans doute son dernier match ici. Et il offre à un autre étranger, Christo Stoichkov, le but de l'égalisation. Et en voilà un autre étranger qui s'est levé du banc. C'est bien sûr Ronald Koeman. Et Stoichkov marque là le 15e but de sa saison. 14 buts la première année au Barça, 17 buts la deuxième, 20 la troisième. Cette année 15 seulement dirait-on, mais il en a offert tellement à Romario qu'il a droit aussi à cette superbe reprise de volée du gauche qui a dû faire lever quelques Néerlandais du banc. Le ballon toujours côté gauche avec Schuker repoussé. La frappe lointaine de Rafa Paz, elle est belle et d'une main, mais une main dure comme de la pierre. Zubizarreta a réussi à sortir ce ballon de son ex-coéquipier international. Sortie de la tête de Sergi. Stoichkov en contre-attaque tente une longue transversale jusqu'à Michael Laudrup qui sauve le ballon et qui va provoquer Rafa Paz. Ouais, bien joué Laudrup qui a éliminé Paz, qui centre vers un deuxième poteau où il peut y avoir Stoichkov, pardon. Et Stoichkov qui a manqué cette reprise. Ah, c'est bien les pelouses mouillées, le ballon va vite, mais il va parfois un peu vite pour ajuster des reprises. C'est pas grave, c'est meilleur de toute façon pour le rythme du match, pour sa qualité. Et c'est en ce moment sur un très très haut tempo que ça joue d'ailleurs, avec Stoichkov encore, sortie d'Unsue. Très bonnes anticipations depuis le début de la partie. Simeone, non, ça n'ira pas loin, il n'avait qu'une solution, Moya,
c'était trop peu et on fait tourner la balle. Ouais, c'est magnifique et ça va surtout vite. La preuve, c'est que le milieu de terrain de Séville a été déconnecté et que Guardiola a emmené ce ballon. Du coup, ça s'est freiné. Là, ça va très vite avec Romario qui manque sur ce centre de Stoichkov, une occasion unique et qui se signe immédiatement ensuite. Il se signe en entrant sur le terrain, en sortant, après avoir marqué un but et aussi apparemment après en avoir raté un, car là il a raté une très belle occasion d'offrir ce 30e but de sa saison qu'il avait promis. C'est le total qu'il avait promis au début de la saison. On ressort avec Marcos, un peu pris par le pressing de Baquero. À nouveau Stoichkov qui va changer complètement de côté. C'est Michael Laudrup qui a essayé la remise immédiate. C'était bien joué car il y avait Amor en bonne position dans l'axe. Sergi a intercepté, Romario sauve, Sergi à nouveau. Et encore un long ballon qui aurait pu parvenir, c'est Eusebio qui n'a pas osé frapper de volée, qui préfère donner à Stoichkov, qui lui va frapper bien sûr. Et arrêt de Nsoué, ça va tellement vite, avec souvent Stoichkov à l'arrivée des actions. Stoichkov, la première année du titre de dernière journée du Barça il y a 2 ans, contre Bilbao, avait marqué les 2 buts. Nsoué au loin, et attention car Moya récupère ce ballon, et pas de faute sifflée contre Guardiola. Sergi récupère donc le ballon et on calme un peu le jeu, où on aurait voulu ou bien fait de calmer car Schuker a intercepté et une faute de Ferrer a été sifflée. Bango était tenté de jouer vite le coup franc, mais il va falloir replacer d'abord le ballon. Au coup franc, il y a Schuker ou Soler pour une frappe violente. C'était Bango plus exactement. Une frappe violente qui finit en corner. Alors qu'on voit souvent des équipes à 10, à 11 dans leur surface de réparation quand il y a un corner adverse. C'est pas le cas du tout du Barça. Oh, attention, deuxième poteau. Attention encore, car ça a été la grande menace. On s'en sort de justesse. Encore Simeone au deuxième poteau de la tête. Puis Moya tout près de marquer sur la deuxième tête. Je disais qu'ils avaient laissé 2 attaquants devant le Barça, mais ça veut dire aussi qu'il y a de la menace. Sergi, Laudrup, ouais, c'était petit. Et surtout, il y avait 3 adversaires. Et c'est le contre qui se développe très rapidement avec Moya. Et le centre de Moya juste devant le but. Et c'est le but de Schuker. Le but de Schuker. Magnifique but réussi par Schuker. C'est le 24e but de sa saison. Il est 2e au classement des buteurs derrière Romario. Mais là, il marque un but très très important. Romario en a raté un peut-être plus facile tout à l'heure. Mais il a un avantage, Schuker, sur Romario. C'est que Romario n'a marqué aucun but de la tête sur les 29 cette saison. Il y en a juste un en Coupe d'Europe à Moscou. Alors que Schuker a un très bon jeu de tête. 2-1 maintenant pour Séville. La tâche se complique pour le Barça. Ferrer qui remet sur Nadal. Ou plutôt Guardiola. Et c'est la fin de la première période avec Séville qui mène 2-1. Séville l'an passé à la 37e journée, donc l'avant-dernière journée, avait déjà posé des problèmes au Barça qui s'était imposé 2-1 après avoir été mené 1-0. Et puis il faut se souvenir qu'en 90, Séville avait même remporté la victoire ici 4-3. Donc surprise relative, mais surprise quant au dénouement de ce championnat. Le Barça n'est pas en position d'être champion à la mi-temps de ce match au Nou Camp. Alors on va voir dans le même temps ce qui s'est passé du côté de la Corogne, le Deportivo donc, qui affronte Valence, victoire aussi obligatoire, et le Deportivo doit quand même se méfier des joueurs de Valence qui, même s'ils n'ont plus d'enjeu, ont promis de jouer jusqu'au bout. On y croit quand même du côté de la Corogne. D'ailleurs, les supporters n'ont pas attendu le match pour faire la fête. Vincent Raduro pour la première mi-temps. Les dernières secondes avant le coup d'envoi, la Corogne retient son souffle. Depuis une semaine, la ville est aux couleurs du club et il y a des drapeaux partout, aux fenêtres, sur les toits, dans les vitrines des magasins. Il y a des fleurs bleues et blanches dans toutes les rues. Depuis une semaine, les habitants de la Corogne ne pensent plus qu'à une chose, cette dernière rencontre de la saison qui est pour eux le match du siècle.
Pour la première fois de son histoire, le Deportivo de la Corogne peut devenir champion d'Espagne. Il lui suffit de battre Valence ce soir. C'est donc le match du siècle qui commence à l'instant. Vous avez vu Bebeto et Javier Manjarin donner le coup d'envoi de ce match du siècle donc pour la Corogne, qui doit aujourd'hui remporter les 2 points de la victoire si elle veut espérer être championne d'Espagne pour la première fois de son histoire. Pour l'instant, c'est elle qui continue de toucher le ballon. Pas un blanc ne l'a touché pour l'instant. Et c'est Manjarin, l'attaquant de la Corogne, au côté de Bebeto, qui pour l'instant est sur le côté, dans le point de corner. Et voilà le premier ballon pour Valence. Mendieta qui sert Fernando, puis le jeune Galvez, numéro 9. On passe de l'autre côté avec Quique. Galvez à nouveau. Le ballon contré revient sur Djukic, le libéro de la Corogne. Ce match est bien sûr très important. Il y a eu beaucoup de négociations autour de la retransmission de cette rencontre, puisque la Corogne voulait jouer non pas samedi soir mais dimanche soir pour avoir le plaisir et le loisir de connaître le résultat du Barça, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et la première faute de cette rencontre sur le numéro 10 de Valence, Fernando. Faute de Donato. Et le premier carton, bien ça n'a pas tardé. Après une petite minute de jeu, Donato, le Brésilien, reçoit le premier carton de cette dernière rencontre du championnat. On revoit sa faute. C'est vrai qu'il a pris Fernando par derrière. C'est Alvaro qui frappe directement sur le mur. Et nouvelle frappe, celle de Camarasa, le capitaine, qui est allé rejoindre la piste d'athlétisme. Nando. Manjarin qui conserve son ballon avec l'aide de Fran. Nando, lui, perd son ballon puisqu'il était pressé par Galvez et il arrive maintenant dans les pieds de Ferrer. Ferrer qui va essayer de jouer avec son gardien. Attention à la passe en frais. Il n'est pas très expérimenté, José Luis González. Je vous le disais, c'est son premier match de cette saison. Il remplace seulement aujourd'hui Santerre, le titulaire. Bonne touche pour Mauro Silva. Et le deuxième corner pour la Corogne. Alors à nouveau c'est Fran qui vient se poster au coup de poing. Le corner tiré par Fran pour la tête de Quique et la reprise de Manjarin puis celle de Voro. Double reprise de la Corogne, pour l'instant fructueuse, qui bute sur la défense très repliée de Valence. Fran continue devant Mendieta. Fran qui parvient à trouver Bebeto. Superbe ballon pour le Brésilien qui jongle dans la surface. Frappe. Heureusement, Valence se sauve grâce à son gardien José Luis González qui s'est très bien couché sur cette frappe de Bebeto. Bebeto qui a superbement effacé Ferrer pour frapper. La frappe était cadrée. La tête de Ribera, celle de Donato sur Nando. Ribera a tenté d'écarter vers le pétre écarté, mais intervention Mihailovic. Et la passe pour Galvez qui frappe et qui manque le cadre grâce à Francisco Liano qui concède le premier corner de cette première période. Premier corner pour Valence suite à une action lumineuse menée par Mijatovic, le Serbe, qui a intercepté un ballon avant de servir Galvez. Et intervention salutaire de Francisco Liano, le meilleur gardien de la Liga espagnole. Il n'a encaissé que 18 buts et pour l'instant c'est un record. Le précédent était de 20 buts. Il appartenait à Arconada. Et si tout va bien pour Francisco Liano, ce soir il aura le record du plus petit nombre de buts encaissés en championnat d'Espagne. 18 pour l'instant pour le gardien de la Corogne, mais attention à Mijatovic, il pourrait lui faire des misères à son record. Et la frappe de Fernando qui va se perdre sur la piste d'athlétisme. Belle reprise de Fernando qui est un des bons buteurs de Valence, puisqu'il a déjà inscrit 14 buts.
Camarasa. Le contre de Mauro Silva, mais c'est Mendieta qui vient sauver son camp. Attention tout de même à ce dégagement de José Luis González. Donato centre immédiatement de Donato. La tête et le troisième corner de Valence concédé par Kikwe. Troisième corner pour la Corogne. C'est Bebeto si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est Bebeto qui est allé le tirer. Avec... Voilà, il est presque direct ce corner. Et c'est Fernando Giner qui a concédé un nouveau corner de l'autre côté. Il rentrait énormément, peut-être avec l'aide du vent d'ailleurs. Il y avait Mauro Silva à la réception. Lui, c'était José Luis Ribera, lui aussi monté. Attention à cette balle qui pourrait peut-être... Oh, comment les vivants! Reprise de Djukic, le libéro monté dans la surface avec l'aide de Donato. Tous les deux ont buté sur le gardien de la Corogne. On va voir qui frappe exactement. C'est Donato. Ah, quelle belle occasion manquée par les joueurs de la Corogne. Voilà, Donato qui frappe sur le visage du gardien. C'est pas fini, encore un corner. Celui-ci est dégagé par la défense de Valence. Et ça repart très vite avec Mijatovic qui est là, s'oublie un petit peu le ballon. Mais il lance superbement Alvaro qui se retrouve de l'autre côté et qui bute lui aussi sur le gardien adverse. Très belle rencontre pour l'instant de Francisco Liano côté Corogne et de José Luis González côté Valence. Deux gardiens irréprochables jusqu'à présent. Mais c'est vrai que c'est González qui est le plus mis à contribution. Djukic pressé par Fernando. Donald Lopez écarté. Intervention de Giner. Fernando avec Mendieta. Et pas de faute, a estimé monsieur Nieto. Bebeto contrôle toujours sa balle impeccablement. Bebeto qui resserre Manjarin. Nando, Manjarin à nouveau. Et Bebeto qui se retrouve devant la surface et qui frappe juste au-dessus de la transversale de González. Surprenant Bebeto à qui il ne faut vraiment pas très longtemps pour se mettre en route. Il a reçu le ballon à l'extérieur de la surface, il s'est retourné, il a frappé. C'est presque immédiat et ça a fait frémir José Luis González. Le corner a été tiré rapidement et Bebeto à nouveau à grandes enjambées qui là frappe beaucoup plus haut que précédemment. Beaucoup moins de chances de faire frémir le gardien de Valence. Néanmoins, c'est à lui que l'on doit la plus belle frappe de ces débuts de rencontre. Et voilà la fin de cette première période sifflée par M. Lopez Nieto. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. Il faut un petit peu plus que ça pour la Corogne. Il lui faut au moins un but. Il lui faut la victoire pour se rassurer complètement. Même si au grondement du stade, déjà, il y a beaucoup de gens qui semblent très très heureux au stade Riazor. Je vous rappelle les scores donc à la mi-temps. Séville mène 2-1 devant le Barça et la Corogne est en échec 0-0 contre Valence. On va suivre maintenant les deuxièmes mi-temps des deux matchs simultanément, chronologiquement aussi, en passant d'une rencontre à l'autre dès qu'il se passe quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez tout parce que Philippe Velg et Jean-Jacques Cassader ont tout préparé. On vous a mis les explications et les scores au moment où on passe d'un match à l'autre. Et aux commentaires, c'est toujours Philippe Doucet et Vincent Induro pour le dénouement. Aucun changement dans les deux équipes au moment où Galvez et Mijatovic donnent le coup d'envoi de cette seconde période avec un objectif pour la Corogne, se rassurer, gagner, marquer. Voilà l'objectif que beaucoup d'Espagnols croient déjà atteint puisque grâce à un sondage réalisé par le journal Marca, eh bien 75% des Espagnols interrogés pense que la Corogne sera championne cette année, alors que 25% seulement ont l'opinion inverse, c'est-à-dire qu'ils pensent que Barcelone sera champion, encore une fois. Pour l'instant, les paris restent ouverts, puisqu'il y a toujours 0-0 entre la Corogne et Valence, avec une petite main ici de Mauro Silva, qui donne un premier coup franc pour les Blancs dans cette seconde période. Coup franc tiré par Camarasa, leur capitaine. Déviation d'Alvaro pour Galvez. Et c'est la première intervention, d'après la pause, de Francisco Liano, le meilleur gardien de ce championnat espagnol 93-94.
Encore la tête de Camarasa sur Fernando. Kikwe sur Arroyo. Conserve le ballon chez les Blancs. Pas pour très longtemps, puisqu'il y a Mijatovic qui arrive quand même à conserver la balle. Mijatovic qui peut lancer Galvez, c'est un très très bon ballon. Galvez à l'entrée de la surface et qui frappe, mais et c'est vrai qu'il était tout seul, il n'avait pas d'autre solution que de frapper, et comme il était déjà pressé de très très près par Salvador Voro, Galvez n'est pas une seule seconde hors jeu. En revanche, sa balle passe à 2 à 3 bons mètres à droite des buts de Francisco Liagno. Galvez ne parvient pas à conserver ce ballon, c'est Ribera qui l'en dépossède. Djukic écarte sur Lopez Recarté. Mauro Silva resserre Lopez Recarté, la frappe de Lopez Recarté est bien déviée par José Luis González. C'est le deuxième sauvetage in extremis de ce gardien qui, je vous le rappelle, joue son premier match de la saison, puisque Sam Perret, le titulaire, avait joué tous les autres. Et pour le dernier, voilà que José Luis González fait une superbe performance. C'est confus ce début de seconde période du côté des Barcelonais. Et Eusebio qui a donc été recadré côté gauche et non plus côté droit. Et long ballon vers Ramor qui dévie de la tête pour Stoichkov, qui peut s'infiltrer, qui marque dans un angle très difficile, car vraiment le ballon a dû passer très très près de Unsue, mais la violence de la frappe du cocher Stoichkov a surpris son ancien coéquipier Unsue, qui était le remplaçant de Subizarreta il y a quelques 3 ans et qui avait été échangé en quelque sorte avec Nando. Ça c'est l'histoire. L'histoire, c'est Stoichkov en train de la réécrire. 2 buts contre Bilbao en 92 pour permettre au Barça d'être champion. 2 buts aujourd'hui pour permettre au moins au Barça de revenir à la hauteur de Séville. Regardez la violence de la frappe. Et Unsue qui est trop court. Le ballon qui est passé. Ferrer avec Stoichkov, un contrôle difficile mais réussi quand même. Stoichkov qui ressort le ballon. C'est contrôlé et redonné très vite par Guardiola. À peine 1 ou 2 touches de balle, pas plus. Romario n'était pas hors jeu, il était limite. Mais surtout il y a faute de Diego. Et donc un bon coup franc pour le Barça, même si Koeman n'est pas sur le terrain. Là, Romario, voilà, qui va repasser devant Diego. C'est Pep Guardiola qui va frapper ce coup franc. Voilà qui est fait, superbement. La balle a-t-elle été touchée par Unsue, sûr, peut-être également par la barre. Il s'en est sorti en tout cas. Une nouvelle frappe juste au-dessus. C'était Michael Laudrup. Et voilà, tout d'un coup, beaucoup de travail pour Unsue. Ça chauffe terriblement. Bon, avec Fran, attention, passe imprécise, mais Fran peut en tirer profit. Avec une belle intervention de Kikwe, qui a sorti le ballon en touche. Il peut être écarté sur Boro. Donato avec Djukic. Boro, c'est pour Bebeto dans la surface. Bebeto qui a contrôlé ce ballon, il s'est retourné, mais il y avait hélas pour lui Fernando Riner qui l'a empêché de joindre Manjarin. Encore une belle action lumineuse et la frappe de Donato qui va à nouveau se perdre sur la piste d'athlétisme. C'est pas très loin de la transversale, il y avait la puissance, mais on revoit cette superbe action de Bebeto qui a trouvé Riner hélas sur son chemin, et puis cette frappe de Donato. Encore une occasion, mais toujours 0-0. Et Chouker est trouvé sur le côté gauche. Face à Ferrer, il est doublé par Soler, mais ça va directement sur une reprise de Moya qui était un peu isolé dans la surface et qui aurait pu faire mal au Barça avec cette reprise de l'extérieur.
du droit, voilà, mais pas assez de puissance, pas la direction non plus. Romario a un ballon. C'est assez rare depuis le début de cette partie. Il s'est infiltré, mais ça va pas plus loin. Attention, Romario n'est pas en jeu. Et il marque. Et il marque, Romario. Un but peut-être de raccro, mais à l'arrivée, une belle frappe. Et c'est le 30e but promis par Romario en début de saison. Je suis l'homme le plus heureux du monde, a-t-il dit une fois que son père a été libéré. Il est allé donc à Rio et il a, en échange de toutes les lettres, de tous les soutiens qu'il a obtenus, mais il avait promis au club de marquer le 30e but avant la fin de la saison. C'est chose faite sur cette action. Il a eu du champ pour une fois. Il l'a porté ce ballon. Et puis c'est cette passe d'abord qui le décale. Il est couvert par Cortiro et Romario qui frappe. C'est son 30e but. Ce sera dans l'histoire du Barça le 8e Pichichi seulement. Et si le Barça était champion, eh bien, seul César en 1949 eh bien, a été à la fois meilleur buteur du championnat et Pichichi, c'est-à-dire meilleur buteur du championnat et champion d'Espagne en même temps. 3-2 maintenant pour le Barça, alors que Bango va forcément prendre un carton pour cette faute sur Stoichkov. Monsieur Diaz Vega approche de sa moyenne de 5 cartons jaunes par match depuis le début du championnat, alors qu'on va procéder à un deuxième changement puisque Moya va laisser sa place à Tevnet et que du côté du Barça, Ronald Koeman va effectuer sa rentrée. Il n'a pas le 4 sur le dos comme d'habitude, mais le 14. Voilà, le public qui commence bien évidemment à y croire. Et Stoichkov a encore un ballon et un peu plus d'espace peut-être que tout à l'heure. Là, son centre, attention, Untoué a eu un doute. Car il a été empêché énormément dans cette partie, c'est qu'il anticipe beaucoup. Il était un peu parti. Voilà, qui Koeman va remplacer? Ben forcément un étranger. Amor. Ouais, bien joué, ce 1-2 avec Stoichkov. Amor ne récupérera pas le ballon. Soler l'a bien protégé avec l'épaule comme fait signe l'arbitre, pas de faute. Stoichkov qui met ce ballon en touche et ça va être l'occasion du changement de joueur. Romario, l'homme qui a peut-être, on n'en sait rien, donné le titre au Barça en marquant le 3e but. Et bien sort pour laisser la place à Koeman qui lui a en charge au moins de protéger cette victoire que le Barça tient mais à pas grand chose. 3-2, c'est la première fois que le Barça mène dans cette partie. Voilà, Romario, tous les remerciements au public. Et qui a répondu au mieux aux journalistes, je ne sais pas, mais à cet incident du match aller où pour la première fois de sa carrière il avait pris un carton rouge pour un coup de poing hallucinant donné à Simeone. Il avait bien provoqué avant, certes, mais tout de même ce n'est pas dans les habitudes de Romario, qui est un vrai calme dans la vie et sur le terrain, comme l'a noté Baquero au niveau du sang-froid qu'il a eu pour jouer Real Barça la semaine dernière, malgré l'enlèvement de son père. Tout ça est arrangé. Est-ce que tout va s'arranger également pour le Barça? À voir. Ronald Koeman est entré apparemment au milieu de terrain. Et l'objectif est clair. Garder la balle. Et si possible, aller au but, bien sûr. Mais le contrôle de balle est essentiel dans le jeu du Barça. Et il est suprêmement bien fait avec un contre favorable qui profite à Amor. Qui écarte pour Stoichkov. Nouvelle occasion. Et c'est maintenant avec Laudrup qui marque le 4e but. Magnifique. Séville n'a quasiment plus touché la balle depuis 1 minute 30 environ. Et ça se termine par le festival des étrangers du Barça. Stoichkov a marqué 2 buts. Romario en a marqué 1. Et Michael Laudrup a peut-être marqué là le dernier but de sa carrière pour le Barça.
et c'est sûrement pas le moins important. Il revient de blessure, il revient surtout d'une période difficile parce qu'il a rarement été titulaire depuis quelques temps, depuis que le Barça a aligné cette superbe série de 26 points sur 28 et cette série en Coupe d'Europe, c'est-à-dire depuis que Stoichkov et Romario sont alignés en pointe et pas Laudrup. Laudrup, il vient marquer ce but sur une passe de Stoichkov, tout l'usage des 4 étrangers, une grande réussite encore pour Johan Cruyff, difficile à gérer certes. « 4-2 en tout cas pour le Barça. Le ballon qui est maintenant dans les pieds de Cortiro pour un nouveau centre, c'est la tête de Koeman. Barça qui subit maintenant, qui protège cette victoire. La frappe de Tevnet et ça passe bien à côté. Zubizarreta, Baquero et Eusebio avec ce ballon qui va jusqu'à Baquero qui réussit son contrôle et c'est le 5e but. C'est le 5e but réussi pour le Barça, c'est-à-dire le 91e de cette saison. Quel grand spectacle de toute façon aura réalisé le Barça, quoi qu'il advienne. 91e but réussi par le Barça sur cette ouverture. C'est Goicoechea ou Eusebio et le petit lob réussi par Baquero qui marquait beaucoup ces dernières années, beaucoup moins cette année, mais là avec beaucoup d'adresse. Mais il a réussi ce lob aux dépens de Unsue. 5-2 pour le FC Barcelona. Maintenant sur le chemin de la victoire, certes, mais il dépend totalement de la Corogne. 2 minutes 30 à jouer encore dans le temps réglementaire. Intervention de Thomas, côté Valence. Alfredo vers Fran, la reprise de Fran, elle est contrée par Camarasa et c'est encore un corner, le 10e de cette seconde période, le 18e de cette rencontre, toujours 0-0, rien à faire, on n'arrive pas à passer. Encore une occasion peut-être avec ce corner tiré par Fran, mais toujours un petit peu bas. Ces corners ne sont pas très bien tirés, à vrai dire. Il faut faire vite maintenant, il faut se précipiter sans trop se précipiter. C'est la gageure et l'énigme que doit résoudre la Corogne ce soir. Le centre pour la reprise de Bebeto qui contrôle et qui laisse pour Nando qui s'écroule. Et c'est un penalty. Penalty qui est sifflé par Monsieur Nieto. Voilà le sauveur de la Corogne. Nando qui s'est écroulé à bon escient dans la surface de réparation. C'est donc le penalty pour la Corogne, sifflé par Monsieur Antonio Jesus Lopez Nieto, pour être très complet. Le stade s'est levé comme un seul homme, voyant ici son titre de champion dans cette bousculade et dans cette chute de Nando. Vous avez vu le banc se lever aussi. Et c'est le capitaine, non pas le capitaine, mais le libéro de la Corogne qui a posé le ballon sur le petit rond blanc. Djukic qui n'a marqué qu'un but cette saison et c'était un penalty transformé. Djukic, l'un des meilleurs libéraux d'Europe, le Serbe qui s'élance, qui frappe et le ballon est arrêté par José Luis González. Voilà la chance de devenir champion qui s'est peut-être envolé pour la Corogne. Lui a retrouvé ses esprits, c'est l'essentiel.
Voilà un bon coup franc pour Ronald Koeman. Il était un petit peu moins loin tout de même lorsqu'il a marqué le coup franc historique qui a permis au Barça de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions, celle de 92. Pour celle de 94, on verra. Ce sera mercredi à Athènes avec le Milan AC pour adversaire et Ronald Koeman qui a cherché un angle très particulier mais qui a raté son coup franc malgré sa joie. Et fin du match et victoire du Barça 5-2. Monsieur Nieto a déjà consulté son chronomètre. C'est plutôt mauvais signe pour la Corogne. Ça s'est décidé sur un coup du sort vraiment. Ça aurait pu être la balle de match au bout du pied de Djukic, le Serbe. Ici la Corogne n'est pas champion, s'en voudra pendant très longtemps sans aucun doute. Djukic qui avait marqué donc son unique but lors de la 13e journée contre l'Atlético Madrid, une victoire 1-0, but de Djukic sur penalty, et là Djukic qui manque son deuxième penalty de la saison. Ribera pour Alfredo, il s'est écroulé, n'a pas pu contrôler. Mendieta récupère la balle, Mendieta, et puis Thomas maintenant qui peut lancer de l'autre côté. Diego voulait jouer lui-même avec Camarasa, son capitaine. Récupération à Arroyo qui a tenté de lancer Fernando. Un final palpitant et la fin de la rencontre sifflée par monsieur Antonio Jesus Lopez Nieto. À entendre le stade de Riazor, à entendre le stade de la Corogne, vous aurez compris que le résultat n'est certes pas en faveur des bleus et blancs et que le titre s'est envolé au moment où González a arrêté ce pénalty tiré par Djukic. La consternation dans le stade de la Corogne. Vous avez vu que Djukic, eh bien, il s'est écroulé par terre, il était effondré. C'est effectivement l'un des moments sans doute les plus douloureux de sa carrière. Il a manqué le pénalty, Djukic, le libéro de la Corogne, et voilà que le titre s'envole. Et vous ne pouvez manquer de comprendre évidemment le miracle a eu lieu une troisième fois de suite pour le Barça de Johan Cruyff. Quatrième titre consécutif, quatrième Liga consécutive pour ce Barça. C'est vraiment exceptionnel et c'est surtout un suspense exceptionnel réussi 3 fois de suite par le Barça. Cela passait par le résultat de la Corogne, Valence. Et le match nul concédé par la Corogne permet à Christo Stoichkov et aux Barcelonais d'assurer 4 jours avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre le Milan AC, d'assurer sa place en Ligue des Champions l'an prochain. Car le Barça est champion d'Espagne une fois de plus. Johan Cruyff, très sportivement, avait dit hier, quel que soit le champion, ce sera un beau champion. Car si la Corogne gagne, eh bien, il faudra s'incliner. La Corogne aura réussi 57 points. Il faudra de toute façon, même si nous ne sommes pas champions, que le public chante l'hymne du Barça qui retentit bien sûr, mais que le public nous applaudisse et fête cette très belle saison de championnat. Car c'est vrai que le spectacle a été exceptionnel. Le Barça a gagné encore 5-2 ce soir. Le Barça a marqué 91 buts cette saison. Le Barça en a concédé certes 42, mais si la victoire du Barça est remportée seulement à la différence de buts face à la Corogne, on ne peut que se féliciter du fait que ce soit grâce à cette attaque exceptionnelle. 91 buts donc contre une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine tout de même pour la Corogne. Fin du championnat d'Espagne avec cette victoire, ce 4e titre consécutif, record bien sûr pour le Barça de Johan Cruyff. Et oui, finale absolument ahurissant. Vous vous souvenez, même si le Barça est un petit peu champion par miracle, que ça fait effectivement 3 années consécutivement que le Barça est champion exactement dans les mêmes circonstances. C'est la 4e année consécutive aussi qu'il remporte ce titre, mais la première fois, c'était quand même de façon plus large. Alors pour vous en souvenir et pour vous rappeler ce qui s'était passé les 2 années précédentes, souvenez-vous d'abord que c'était avec le Real que le Barça était en concurrence et à chaque fois, le Barça est repassé devant le Real à
l'occasion de la dernière journée. On va revoir donc ce qui s'est passé les 2 dernières années lors de ces 2 dernières rencontres. En commençant d'abord par 91-92, Barcelone recevait donc Bilbao lors de la dernière journée du championnat. But de Stoïkov pour le 1-0. Le Barça bien sûr devait absolument gagner et Stoïkov va marquer une deuxième fois avec un petit peu de chance, mais ô combien opportuniste Stoïkov. Donc victoire de Barcelone 2-0 sur Bilbao, ça c'était relativement prévu. Ce qu'il était un petit peu moins, c'était le scénario catastrophe pour le Real à Tenerife. Le Real qui commence pourtant bien ce match avec un centre de Hagi sur la tête de Rocha pour le 1-0. Ensuite, alors que le Real était bien sûr confiant et encore plus confiant quelques minutes plus tard sur ce coup franc d'Hagi extraordinaire qui trouvait la lucarne opposée 2-0. C'était sûr, le Real était champion jusqu'à cet instant-là uniquement, puisqu'ensuite Estebaran revenait une première fois sur ce tir à 2-1. En deuxième période, il fallait un concours de circonstances énorme pour que Rocha marque contre son camp sur ce débordement de Felipe. Rocha qui s'en mêle un petit peu les pieds et qui marque 2 partout. Le Real pouvait encore tenir ce résultat, mais dans les derniers instants de la partie, le Real perdait ce titre avec une passe de Sanchis pour son gardien, pour Bouillot, qui était pris par le soleil. Et 3e but donc pour Tenerife qui battait le Real et Barcelone était champion. C'était en 92. Donc l'année suivante, en 93, Barça face à la Real Sociedad. Un but, un seul but, une victoire 1-0, but de Stoïkov. Là aussi, c'était relativement dans les cordes du Barça de gagner, mais il fallait encore compter sur un mauvais résultat du Real encore à Tenerife. Et là, ça allait être un petit peu plus facile pour Tenerife avec une première tête de Derticia 1-0 et un deuxième but sur ce centre de Castillo, but de Chano de la tête 2-0. Et donc, les 2 fois, le Real était complètement battu sur la dernière journée et offrait vraiment sur un plateau, comme vient de le faire le Deportivo en ratant ce penalty dans les derniers instants de la rencontre au Barça. Et à Zubizarreta, ces images, eh bien, ça fait 4 ans qu'on les voit, le Barça et le tour d'honneur. Et finalement, c'est vrai que lorsqu'on a vu la saison en Espagne, eh bien, c'est bien ainsi parce que c'est vraiment une équipe qui joue très très bien au ballon. On retrouvera le Barça dans l'équipe du dimanche la saison prochaine. On va passer nous maintenant au Portugal parce que là aussi c'est un très très grand match que vous allez suivre entre le Sporting et Benfica. Benfica qui tient bien ce championnat depuis un bon moment, mais depuis quelques temps le Sporting est revenu depuis 2 mois exactement à 1 point du Benfica et là le Sporting à 5 journées de la fin reçoit son rival de Lisbonne avec la ferme intention de repasser devant, puisqu'une victoire lui permettrait d'être 1 point devant le Benfica. Une rencontre, vous allez voir, avec énormément de buts, qui a suivi pour nous Philippe Bruet, qui a bien fait d'emmener son parapluie parce qu'il a plu absolument toute la journée sur Lisbonne. Mais vous allez le voir, ça n'a pas nui absolument pas au spectacle. Bon appétit pour ce match. Ce Sporting Benfica est sans aucun doute le match de l'année ici au Portugal. Le stade José Alvalade est archi comble. 75 000 personnes ce soir. Les billets ont été mis en vente lundi dernier et dès mardi midi, il n'y avait déjà plus aucune place à vendre. Monsieur Antonio Marsal va donner dans quelques instants le coup d'envoi de ce derby qui passionne tout le Portugal depuis 12 ans. Le Sporting n'a plus gagné le championnat. Et après avoir été distancé par Benfica tout au long de la saison, eh bien, les joueurs du Sporting ont aujourd'hui une réelle opportunité de passer en tête au classement et d'effacer ainsi le petit point de retard qu'ils ont actuellement, alors qu'on approche bien sûr de la fin de la saison. Queiroz et Tony se sont livrés tout au long de la semaine à une belle partie de poker menteur. Voilà, c'est parti. Les 2 entraîneurs ont caché jusqu'au dernier moment la composition de leur équipe avec un premier ballon là en faveur des joueurs du Sporting. Dans cette équipe du Sporting, vous verrez évoluer aujourd'hui Paulo Sousa en numéro 6. Sousa qui partira dans quelques semaines pour la Juventus de Turin. Jordanov est là, ainsi que Balakov en attaque avec un nouveau ballon important et dangereux. Premier ballon important et dangereux pour Neno, le gardien du Benfica. Benfica qui aligne aujourd'hui Elton en numéro 9. Vous reconnaîtrez aussi Carlos Moser qui est là en numéro 3. Et Isaias en numéro 11. A noter que Veloso, le capitaine, 37 ans,
est finalement titularisé aujourd'hui. Il revient après 7 semaines de blessure. Ballon chaud qui passe juste à droite de la transversale des buts défendus par Neno. Helder, Kennedy, Joao Pinto. Et attention à ce ballon, il va falloir le dégager. Gros danger là pour Neno. Paulo Sousa qui cherche et qui trouve Balakov avec un centre en retrait et finalement un corner concédé par Abel Xavier. Et le voilà, Carlos Queiroz qui a remplacé Robson il y a quelques semaines à la tête du Sporting. Corner pour le Sporting et une tête et but. Ouverture du score ici au stade Alvalade en faveur du Sporting. Avec cette tête apparemment de Cadette ou de Jordanov. On va avoir tout de suite, alors que cette image de Lemacic qui est venu traverser le terrain pour féliciter ses attaquants. Ouverture du score. Comme au match aller, c'est le Sporting. Et Cadette est le capitaine qui marque ce premier but en faveur du Sporting. Avec un ballon bien lifté, une belle course. Et Cadette a simplement effleuré de la tête ce ballon, mais ça suffisait pour le propulser dans les buts de Neno. Voilà qui promet à l'aller. Le Sporting avait ouvert le score avant de se faire remonter et de se faire dépasser au score 2-1. Mais en tout cas, voilà le match et voilà le derby lancé. Belle intervention de Figo qui va filer vers le but. Frappe de Figo. Et il faut une belle intervention là de Neno des 2 points pour repousser cette balle puissamment tirée par Figo, le milieu international de cette équipe du Sporting. Et Figo qui avait vécu là, on le découvre tout près de Neno, un début de saison bien laborieux et qui depuis quelques semaines, à l'image de cette équipe du Sporting, eh bien s'est complètement retrouvé pour maintenant jouer le titre. Attention à ce corner dangereux pour le Sporting. Encore une belle balle, bien brossée, bien frappée. Et une balle que Carlos Moser de la tête doit repousser en corner. C'est apparemment ce qu'estimaient les joueurs du Sporting. Et monsieur Antonio Marsal a décidé le contraire, ce qui va permettre donc aux joueurs du Benfica de se relancer et de repousser ce ballon. Voilà, en corner bien travaillé. Oui, c'était bien Carlos Moser. Ailton qui est passé sur la gauche maintenant. Ailton qui conserve ce ballon et qui va servir Kennedy. Un ballon dans la surface et intervention de Lemacic. Lemacic qui a relâché ce ballon devant Joao Pinto. Et Neno du pied va devoir vite dégager cette balle que convoitait Balakov. Et on est reparti du côté de Benfica avec Joao Pinto. Toujours 1-0 pour le Sporting après un peu plus d'une demi-heure de jeu. Frappe et but! Extraordinaire! Extraordinaire cette frappe de Joao Pinto de plus de 25 mètres. Une frappe soudaine. Dès que le ballon a quitté les pieds de Joao Pinto, on a vu que ça allait faire très très mal pour Lemacic. Quelle frappe et quel but de Joao Pinto. Après 32 minutes de jeu, oh, Lemacic n'en revient pas. Frappe en pleine lucarne. On va le revoir. Ce ballon avec Joao Pinto qui se met sur son pied droit, qui a contourné 2 joueurs et quelle frappe, quel ballon qui décolle et qui passe au-dessus du bras droit de Lemacic. 1-1 ici dans le derby entre le Sporting et Benfica. Un match qui tient toutes ses promesses et un derby qui est une nouvelle fois relancé. Isaias laisse passer ce ballon à Hilton, le perdra. Figo maintenant pour le Sporting avec Nelson. Relais avec Figo. Intervention de Schwartz. Figo encore. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une faute.
Faute de Schwartz sur Figo. Figo qui est vraiment l'un des joueurs du Sporting qui donne beaucoup de problèmes et qui procure pas mal de soucis aux joueurs de Benfica. Boujassi qui est monté. Coup franc, bien brossé, but. Oh, encore une fois, les joueurs du Benfica et notamment Neno se sont fait piéger par ce numéro 7 extraordinaire. Figo, on vous le disait, Figo est l'un des meilleurs joueurs du Sporting depuis le début de ce match. Eh bien, il vient encore de le confirmer. Et après ce but de Calette en début de partie, eh bien, Neno, qui n'est pas content ici, vient d'encaisser un deuxième but. Deuxième but pour le Sporting qui prend l'avantage à un peu plus de 5 minutes de la mi-temps. Et monsieur Marsal fait signe qu'il faut reprendre le but. Voilà, c'est bien Figo qui vient gêner Neno au moment de la prise de balle avec encore une fois un ballon qui est vraiment très très humide et qui gêne les prises de balle des gardiens. Et bien sans problème là, Neno est passé complètement à travers et Figo vient marquer le deuxième but du Sporting. Veloso, Victor Panera, Carlos Moser, Joao Pinto encore, Joao Pinto qui insiste, il a raison, attention Joao Pinto dans la surface, oh il bute, quel joueur, quel but de Joao Pinto, quel exploit personnel, c'est le deuxième pour Joao Pinto qui n'en revient pas et qui égalise ici 2-2, quel slalom et quelle occasion géniale pour Joao Pinto. Joao Pinto, 23 ans, capitaine de l'équipe du Portugal Espoir qui a été élu meilleur joueur portugais de l'année 93. Regardez dans quel état il met Boujassi et les défenseurs et un ballon pile contre le poteau au millimètre là-bas pour tromper pour la deuxième fois les Magic. Joao Pinto 2, Sporting 2, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier cette première mi-temps dans le derby. Balakov, Capuccio, Isaias, Victor Panera, Isaias, attention à celui-là, Joao Pinto. Joao Pinto qui insiste et intervention de monsieur Marsal. Ah, les défenseurs du Sporting doivent être complètement perturbés dès que Joao Pinto prend possession du ballon. Kennedy est monté, il fait signe de couper la trajectoire à Hilton avec Victor Panera qui va centrer, il faut dégager ce ballon, peut-être but, oui, c'est bien joué de la part des joueurs de Benfica et qui vient de marquer, on vous le donne en mine, c'est Joao Pinto qui a récupéré ce ballon, mais là c'est pas pour lui tout seul ce but, j'espère qu'on va le revoir au ralenti, vous allez voir qu'il y a une grosse faute de la part des défenseurs du Sporting. En tout cas, Joao Pinto vient de donner à l'instant, juste avant la mi-temps, sur cette occasion, un ballon qui est bien ramené de la tête par Isaias apparemment, et Joao Pinto qui est tout seul ou presque, en tout cas suffisamment seul pour prendre ce ballon. Vous voyez que les Magiques étaient inquiets, il avait eu raison, il regagne le centre de son but en s'écartant maintenant, et tête bien placée de Joao Pinto. Et nouveau coup franc en faveur des joueurs du Benfica, alors qu'il reste maintenant quelques secondes à jouer dans cette première période. Oui, à peine quelques secondes, puisque monsieur Antonio Marsal là, vient à l'instant, après ce coup franc accordé à Paulo Sousa. Monsieur Antonio Marsal vient à l'instant de siffler la fin de cette première mi-temps. Quelle première période avec plein de rebondissements. 3-2 pour les joueurs du Benfica avec 3 buts superbes de Joao Pinto. Voilà, la deuxième mi-temps va commencer dans quelques instants. À noter du côté du Sporting un changement. Paulo Torres est sorti. Il est remplacé par Pacheco, numéro 16, et remise en jeu à l'instant avec Balakov. De Veloso qui enchaîne plusieurs dribbles et qui est passé
C'est Victor Panera maintenant. Victor Panera qui insiste sur la droite avec un Bourco à jouer. Centre pour Joao Pinto qui laisse à Isaias et qui marque. C'est extraordinaire, bien joué. Joli du côté de Benfica. Extraordinaire, semble dire tous les spectateurs qui se lèvent dans cette tribune du Stadio José Alvalade. Avec une contre-attaque bien menée par Victor Panera. Un centre, Joao Pinto aurait eu l'occasion de frapper, il a laissé ce ballon pour Isaias. Voilà, Isaias récupère ce ballon laissé par Joao Pinto. Joao Pinto s'est écarté et cette fois le Magic n'a rien pu faire. 4-2 en faveur du Benfica. Figo qui va remonter un nouveau ballon. Et toujours sur la droite pour Nelson. Joao Pinto. Et encore le ballon dans les pieds de Nelson avec Pacheco. Balakov. Un ballon qui est repoussé. Nelson encore de la tête en relais. Et faute peut-être, non. Faute réclamée par Balakov. Mais ce ballon est toujours dans les mains de Neno qui va pouvoir dégager Benfica. Vujasic c'est complètement loupé, ce qui va donner à nouveau un bon ballon à Joao Pinto. Avec Isaias bien placé dans la surface qui frappe et qui va marquer. Deuxième but personnel pour Isaias et cinquième but pour le Benfica qui s'envole dans ce derby. Benfica maintenant qui mène 5-2 face au Sporting. Le championnat portugais est en train de basculer dans le camp du Benfica. Et j'ai bien l'impression que Isaias n'était pas hors jeu, ça c'est sûr. On va confirmer, c'est bien Joao Pinto qui vient servir une nouvelle fois Isaias. On se rappelle tout à l'heure, c'est lui qui avait laissé passer ce ballon pour Isaias. Là, c'est lui qui le sert. Et on rappelle aussi que les 3 premiers buts avaient été inscrits tout à l'heure par Joao Pinto pour Benfica. Schwartz. Kennedy, Schwartz. Sous les hollets des supporters du Benfica, Joao Pinto a perdu ce ballon avec Nelson. Abel Xavier. Schwartz. Schwartz qui s'enfonce encore un petit peu plus et qui laisse pour Isaias tout seul dans la surface. Ouh, Isaias qui était tout près de marquer, qui était contré, c'était pas fini. Joao Pinto. Joao Pinto qui attend, qui a peut-être un petit peu trop attendu, qui va centrer du gauche avant de glisser. Non, ce ballon est finalement sorti. Et très très belle intervention de les Magic. Et Isaias qui fait signe de ne pas jouer. Voilà, Isaias qui est tombé juste après sa frappe. Et beau réflexe là de les Magic. Et apparemment Isaias va demander de sortir. Tony s'est levé de son banc. Paulo Sousa qui cherche mais qui ne trouvera pas Cadet et Balakov. Attention à ce ballon de Balakov. Oh, faute, non, monsieur Marsal était bien placé, juste à une demi-douzaine de mètres de cette action. Oh là, il y a peut-être faute. Non, ballon à l'avantage. Et il ne siffle toujours pas Antonio Marsal, ce qui va permettre aux joueurs de Benfica de se livrer à une nouvelle belle contre-attaque là, avec la montée de Helder. Helder qui attend. Victor Panera en relais, voilà qui est fait. Centre de Victor Panera et but d'Helder. Oui! Bien joué cette contre-attaque de Helder et Victor Panera l'a servi bien gentiment. Et Helder, joueur originaire d'Angola et international qui est arrivé l'an passé à Benfica après un passage à Estoril. Eh bien c'est Helder là à l'instant qui vient de mettre
Encore une fois, un ballon dans la lucarne de Les Magiques. Il a vraiment pas de chance ce soir, le Magique, parce qu'il y a pas mal de ballons qui vont directement dans sa lucarne. Ça fait 6-2 pour Benfica. Kennedy, Victor Panera talonnade pour les joueurs du Sporting. Un ballon remonté par le Sporting avec peut-être une frappe dans la surface de réparation. Attention au pénalty. Oh, Monsieur Marsal intervient pour donner un corner aux joueurs du Sporting. Corner pour le Sporting avec Balakov face à Veloso. Et Monsieur Marsal demande d'attendre. Voilà, sortie officielle de Joao Pinto, remplacé par Rui Aguas. Et il est bien mérité ce bisou de Tony sur le front de Joao Pinto. Alors on va suivre maintenant le corner joué par les coéquipiers de Vujacic. Ballon très très haut, très enlevé. Abel Xavier a loupé sa tête. Et qu'est-ce que dit Monsieur Marsal? Qui demande à ce qu'on rejoue le corner apparemment. Nouveau corner donc pour le Sporting avec un ballon plus travaillé. Et Abel Xavier comme il le peut, mais c'est bien joué car ce ballon est finalement écarté et va poser pas mal de problèmes maintenant aux joueurs du Sporting qui ont quand même réussi à le récupérer. Paulo Sousa, faute dans la surface, il va y avoir un penalty. Et il y a eu but marqué par le Sporting et marqué par Vujacic qui était monté. Mais juste auparavant, eh bien, Monsieur Antonio Marsal avait accordé un penalty pour cette faute sur cadette. Penalty donc en faveur du Sporting. Est-ce que c'est bien Balakov? Ils sont plusieurs. Oui, Balakov du pied gauche. Et but. Troisième but en faveur du Sporting. Le Sporting Portugal qui réduit l'écart à 6-3. Et le Sporting à l'image de Balakov qui se dépêche d'aller récupérer ce ballon pour le porter vers le rond central. Ah, Neno était pas mal placé là sur ce penalty frappé et bien frappé par Balakov qui inscrit là son 15e but dans la saison. Et Neno a touché ce ballon. Balakov qui a réussi à servir une nouvelle fois. Ouh, c'était juste en dehors, mais il y avait grosse faute. Là, attention à la couleur du carton jaune. Carton jaune pour Moser peut-être. Le carton c'est sûr. Pour qui? Veloso. Carton jaune donc pour Veloso. Ah ouais, car là, Pacheco était bien passé. Et il y avait gros danger. Ça méritait presque une autre couleur. Nouveau coup franc, très dangereux, juste à l'angle de la surface. Frappe et un ballon qui va sur le poteau. Un ballon qui était renvoyé par le poteau. Et apparemment, c'était un joueur du Benfica qui allait tromper Neno là. À ce match sous la pluie, n'en finit pas de rebondir. Eh oui, c'est un défenseur et c'est bien Elder qui, en voulant repousser ce ballon, l'a envoyé directement sur le montant droit des buts défendus par Neno. Alors on n'était pas loin du 6-4. Et Tony qui est complètement trempé. Et une nouvelle contre-attaque importante avec une grosse faute là. Et intervention pour un carton jaune. Intervention de Antonio Marsal. Car là, les joueurs du Benfica, sans cette faute de Capucho filé au but, voilà. Eh bien, Monsieur Antonio Marsal décide d'arrêter ce derby à l'instant même. Victoire de Benfica, 6-3 face au Sporting. Au match aller, le Benfica l'avait déjà emporté. Je pense que vous avez suivi avec nous, avec plaisir, cette avalanche de buts ce soir au stade Alvalade. Avalanche de buts en faveur du Benfica qui vient certainement depuis quelques instants
remporter un nouveau titre, car maintenant ça va être très très difficile avec 3 points d'avance d'aller chercher cette équipe du Benfica, emmenée, vous l'avez vu tout à l'heure, par un éblouissant João Pinto, auteur tout à l'heure dans la première mi-temps d'un coup du chapeau extraordinaire. Victoire superbe de Benfica, 6-3. Ah, la soirée est spectaculaire, on vous l'avait promis. On va passer au but portugais parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont 3 à convoiter ce titre. Il y a Benfica, donc bien placé. Il y avait le Sporting, bon, qui a perdu un petit peu de chemin. Et il y a Porto. Alors, qu'a fait Porto? Eh bien, on va le voir avec Stéphane Le Goff et les autres buts portugais également. Le FC Porto, qui restait sur une série impressionnante de 11 journées sans défaite, se déplaçait à Guimarães. Déplacement difficile car Guimarães peut toujours espérer une place européenne, malgré de nombreuses occasions de part et d'autre, et notamment un tir sur la barre transversale de Porto. Et ensuite l'exclusion du gardien de Guimarães après cette faute en dehors de sa surface. Aucun but ne sera inscrit dans cette rencontre. Partage des points entre Porto et Guimarães. Amadora recevait Marítimo, le Marítimo qui restait sur 2 défaites consécutives. C'est l'Estrela Amadora qui, juste avant la mi-temps, va trouver l'ouverture par l'intermédiaire de Biram. Joli tir en pivot. Amadora 1, Marítimo 0. Mené au score, le Marítimo va refaire surface en deuxième période et égaliser à la 78e minute. Suite à ce centre repris victorieusement de la tête par Gustavo. 1-1, score final. En position de relégable, Pacos Ferreira devait obtenir un bon résultat en déplacement à Salgueiros. Ça commence mal puisque dès la 3e minute, Tulipa en embuscade sur cette aide repoussée ouvre la marque pour Salgueiros qui mène donc à domicile 1-0. En deuxième période, nouveau corner, cette fois-ci la tête de Luis Manuel rentre directement. Salgueiros 2, Pacos Ferreira 0. Pacos Ferreira qui réduira tout de même le score en fin de rencontre. Partie de billard dans la surface, le dernier coup de patte est de Paolo Sergio. Mauvaise affaire pour Pacos Ferreira qui s'incline donc sur le score de 2-1. Une seule victoire à l'extérieur, celle de Benfica qui s'impose 6-3 sur la pelouse de son rival immédiat, le Sporting du Portugal, et qui fait donc la meilleure affaire du jour. 2 matchs nuls, dont celui de Porto à Guimarães sur la marque vierge de 0-0. Au classement, en battant le Sporting, Benfica, à 5 journées de la fin, a pris une sérieuse option sur le titre de champion du Portugal. Benfica comptant désormais 3 points d'avance sur son grand rival local. Le 3e, Porto, est à 4 points et est le seul club à rester dans la roue des 2 leaders. Dans le bas du tableau, Estoril jouera en division 2 l'année prochaine. Rien encore de définitif pour la 2e place de relégable entre Famalicão 17e et Braga 14e. Et avant de retrouver le championnat espagnol qui nous est parvenu, les autres buts bien sûr, on va savoir ce qu'ont donné les autres clubs, en particulier ceux qui vont descendre et ceux qui seront européens. Eh bien on va regarder une petite question qui a été posée par l'un de nos abonnés qui repart avec un t-shirt équipe du dimanche. C'est pas beau tout ça. Un pays a-t-il déjà placé 3 finalistes dans chacune des 3 Coupes d'Europe? Et si oui, le Grand Chelem s'est-il déjà produit? Effectivement, 3 finalistes du même pays la même année, c'est déjà arrivé en Europe, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde lorsqu'on consulte les chiffres à partir des années 60, c'est-à-dire époque où s'est arrêtée la Coupe des villes de foire. Il y a 2 spécialistes, l'Espagne et l'Italie. L'Espagne a placé 3 clubs en finale à 2 reprises, avec le Real, l'Atlético et Barcelone à chaque fois. C'était en 62 et en 86. Plus fort encore avec les Italiens. En 89, en 90 et en 1993, il y avait au moins 3 équipes italiennes dans ces finales européennes, avec au passage à noter un exploit unique pour ces Italiens. C'était en 1990. On trouve le Milan AC, la Sampdoria et la Juventus en finale. Mais en plus, ce qui est à noter, ce qui était extraordinaire, c'est que non seulement ces équipes-là étaient en finale, mais en plus, elles ont gagné leur Coupe européenne. On n'a pas encore fait mieux depuis 34 ans. Cela dit, faire mieux que tout gagner, c'est difficile. On va maintenant voir les buts espagnols, comme promis. Donc, tous les résultats finaux maintenant de ce championnat d'Espagne, et en particulier ceux qui descendent et ceux qui sont qualifiés pour l'Europe. Vous allez voir que Séville ne jouait pas pour du beurre à Barcelone. D'ores et déjà qualifié pour la Coupe des Coupes, Saragosse accueillait le Real Madrid. Un match pour le panache, puisque le Real, quant à lui, était assuré d'une place européenne. Et du panache, il y en a eu. C'est tout d'abord Michel
sur pénalty en première période qui ouvre le score en faveur de Madrid qui mène à l'extérieur 1-0. Mais la réponse du vainqueur de la Coupe d'Espagne en deuxième période va être terrible. Moises à la 49e minute tout d'abord remet les deux équipes à égalité. Aguado à la suite de ce corner mal renvoyé par la défense madrilène donne l'avantage de façon acrobatique à Saragosse 2-1. Saragosse à la fête, Madrid à la peine. 4 minutes plus tard, c'est au tour d'Higuera de porter la marque à 3-1. Et pour conclure le tout, à la réception de cette superbe bicyclette, Poyet conclut le score pour Saragosse qui l'emporte finalement par 4-1. Vaincre, c'était l'objectif de l'Athletic Bilbao face à Tenerife pour coiffer sur le poteau Séville et obtenir la dernière place qualificative pour la Coupe UEFA. Ça part très bien en début de rencontre avec ce but de Valverde inscrit à la 3e minute. Contrôle et frappe du gauche, Athletic 1, Tenerife 0. Valverde qui 20 minutes plus tard double la mise pour Bilbao. Et par la même occasion s'offre le doublé. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Mais Tenerife va bien réagir en deuxième période, une première fois par Gomez qui réduit le score à 2-1 à la 59e minute du plat du pied. Et surprise générale, 3 minutes plus tard, Derticia sur une action très confuse dans la surface égalise pour Tenerife à 2 partout. Tout est donc à refaire pour Bilbao qui va bénéficier d'un pénalty en fin de rencontre. Et heureusement que Bilbao compte dans ses rangs un certain Siganda, 16 buts cette saison. Voilà le 17e et il est plutôt bienvenu car il donne la victoire finalement à Bilbao qui s'impose 3-2. Lérida qui se déplaçait à Santander avait encore une toute petite chance de sauver sa tête de la relégation. Il fallait toutefois s'imposer par 5 buts d'écart. Ça part très mal avec ce but encaissé dès la 16e minute, but inscrit par Radchenko d'un fort gilet lobe sur le gardien de Lérida. Radchenko qui à la 40e minute met un terme définitif aux espoirs de Lérida en finesse du droit. 2-0. Lérida sauvera tout de même l'honneur juste avant la mi-temps sur cette reprise de Herrera. 2-1, score final. Pour le plaisir, on termine par l'un des plus beaux buts de cette dernière journée du championnat d'Espagne, version 93-94. Il est l'œuvre de Gelli pour Albacete qui recevait le Real Sociedad. Une demi-volée de près de 30 mètres qui a permis à Albacete d'ouvrir le score, mais le Real Sociedad égalisera sur pénalty quelques minutes plus tard. Match nul entre ces deux équipes. 30 buts ont été inscrits au cours de cette dernière journée. Une seule victoire à l'extérieur, celle de Logroñés qui s'impose 2-1 à Oviedo. Vous l'avez vu tout à l'heure, Barcelone a gagné à domicile 5-2 face à Séville, tandis que la Corogne a concédé le nul 0-0 devant Valence. Conséquence, Barcelone remporte finalement son 4e titre consécutif de champion d'Espagne. La Corogne disputera la Coupe de l'UEFA, ainsi que le Real et l'Athletic Bilbao, qui bénéficie de la victoire de Saragosse en Coupe d'Espagne pour obtenir la 4e place qualificative. Bilbao qui a coiffé sur le fil Séville. Dans le bas du tableau, Lérida et Osasuna sont relégués en 2e division. Le Rayo Vallecano et Valladolid disputeront les barrages. La une de l'équipe de demain matin pour voir qu'on a consacré ça, nos confrères de l'équipe l'ont consacré aux coupes, aux différentes coupes qui ont marqué ce week-end et qui ont été riches en couleurs, c'est vrai, puisque Auxerre, tout de bleu vêtu, a remporté celle de France et Manchester United a réussi le doublé Coupe Championnat grâce notamment à 2 buts de Eric Cantona. Limoges, ça c'est du basket, Limoges, vainqueur à Antibes 87-81, n'a pas eu besoin d'une belle pour conserver son titre de champion de France, son 8e quand même depuis 83. Et puis l'Espagnol Indurain revient en force puisqu'il s'est rassuré en enlevant le Tour de l'Oise. Un petit mot de rugby puisque on connaît maintenant les 2 demi-finales, d'ailleurs qui auront lieu, une sur Canal+, ce sera samedi à 14h, ce sera Montferrand-Grenoble, l'autre Toulouse-Dax. Ce sera sur France 2. Voilà pour la une de l'équipe. On va continuer à donner d'ailleurs les rendez-vous de cette semaine avec vendredi, c'est à 20h35 sur Canal+, mais c'est en différé. Vous pouvez vous rendre à Bercy mardi et mercredi pour voir du patinage artistique de très très haut niveau avec les professionnels. Patinage Masters Miko qui est maintenant a acquis ses lettres de noblesse. Samedi à 17h50, on fait le plein, c'est juste après le rugby, donc à 14h. Et puis samedi soir, 19h35, la dernière journée du championnat de France de première division. 38e, c'est en multiplex bien sûr et nous suivrons avec attention qui va pouvoir se qualifier pour la dernière place UEFA. Voilà pour les rendez-vous. Nous on va passer maintenant à l'événement.
Alors, on arrive bien sûr à la fin de ce championnat de NBA, puisqu'on va parler de basket maintenant, et on va voir une demi-finale de la conférence Est. Depuis cette année, les demi-finales ont lieu un petit peu de la même façon que les finales, c'est-à-dire elles se jouent au meilleur des 7 matchs, et la demi-finale que nous allons suivre, eh bien, c'est celle qui oppose l'Indiana à Atlanta. Ce sont deux équipes qui sont là, l'une un petit peu par surprise. Indiana a éliminé le Magic Orlando avec Shaquille O'Neal, c'est donc une énorme performance. Et actuellement, eh bien, on en est à 1 partout. Elles se sont donc déjà rencontrées une fois. On va voir le 3e match aujourd'hui avec Georges Eddy et Pierre-André Lacou. Avant de partir pour ce match pendant 1h05, regardez comment s'entraînent et comment s'échauffent les joueurs avant le match. Indiana, regardez. Alors ça, c'est pour se dire bonjour. C'est juste une question d'entraînement. Voilà. C'est vrai qu'il y a une façon quand même plus simple de dire bonjour que comme cela, mais c'était quand même assez spectaculaire. On a voulu vous le montrer. Maintenant, vous allez voir du basket et du très très beau basket avec cette demi-finale. À noter quand même que dans l'autre demi-finale de la conférence Est, les Bulls de Chicago ont battu New York 104-102 et mènent actuellement 2-1. Donc 3e match maintenant entre Indiana et Atlanta avec Georges Eddy et Pierre-André Lacou. Indiana, le cœur des États-Unis. Ici, le basket est une religion. Des souvenirs de jeunesse jouant avec ton père sur le playground local, jusqu'au jour que tu portes le maillot de ton lycée dans un gymnase plein à craquer. Et tu rêves de jouer pour le dieu des entraîneurs, Bobby Knight, à l'Université d'Indiana. Indiana signifie le basketball. Et maintenant, au niveau professionnel, l'État d'Indiana est en folie après le succès historique des Pacers qui ont éliminé Orlando et Shaquille O'Neal au premier tour. L'architecte de cette réussite surprenante, Larry Brown. Sa recette, défense, jeu collectif et le désir de vaincre. Les joueurs appliquent ces méthodes. Larry Brown veut maintenant battre les Hawks d'Atlanta, la meilleure équipe de la saison en conférence Est, et peut-être revivre le scénario d'un film populaire avec Gene Hackman qui s'appelait Hoosiers. Les Hoosiers sont les gens d'Indiana, un État qui veut connaître une saison de rêve. Pour leur première demi-finale de conférence de toute leur histoire, les Pacers d'Indiana sont donc opposés aux Hawks d'Atlanta. Et voici le début du 3e match de cette série. Pour l'instant, Atlanta et Indiana ont chacun une victoire. 3e match donc de cette demi-finale de la conférence Est. Et premier ballon récupéré par les Blancs des Pacers d'Indiana. Avec Rick Smith qui prend le shoot et qui marque les 2 premiers points. Le pivot néerlandais Rick Smith doit être plus agressif en attaque, dit son coach Larry Brown.